Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo risque de subir l'isolation économique, sanction qui peut lui être infligée si elle ne remplit pas les 11 engagements pris dans le cadre du groupe d'action financière. Et pour cela, pour sonner l'alerte, nous recevons Georges Kapiamba, coordonnateur d'ACAJ. Georges Kapiamba, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé 50. Merci. La République démocratique du Congo risque de subir l'isolation économique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cela? Alors, il faut rappeler qu'en 2021, dans le cadre d'une institution spécialisée communément appelée GABAC, qui est un groupe d'action de lutte contre le blanchiment des capitaux en Afrique centrale, un rapport d'évaluation de notre niveau d'engagement, des réformes au niveau interne avait été réalisé. Il avait été constaté qu'il y avait beaucoup de failles, de faiblesses. Et pour cela, la République démocratique du Congo a pris plusieurs engagements, oui, dont 11. Parmi ces engagements, il y a notamment l'obligation que le gouvernement avait accepté de doter la cellule nationale des renseignements financiers, la CNRF, d'un siège autonome pour lui permettre d'être capable de surveiller les mouvements financiers et détecter les actes de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, mais aussi lui donner les moyens financiers nécessaires pour que ce travail se fasse avec des résultats palpables. Et c'est comme ça d'ailleurs que l'année passée, dans le cadre du budget de l'exercice 2021-2022, il avait été adopté au moins la somme de 300 000 $ par mois qui doivent permettre à cette institution de faire convenablement son travail. Mais malheureusement, ces moyens ne sont pas libérés pour permettre à la CNRF de faire son travail. Selon les informations que nous avons eues, en lieu et place de 300 000, on libère 24 000 $ conformément à l'ancien budget de 2020. Et quel serait le rôle de CNRF si elle doit réellement jouer pleinement dans la plénitude son rôle? Quels seront les résultats que l'État doit s'attendre? Alors, les rôles ou les résultats que l'État, le gouvernement doit attendre, c'est d'être une institution capable de détecter toutes les menaces, tous les risques de blanchiment des capitaux et de financement des terroristes. Il faut avoir tous les moyens qu'il faut. Il faut avoir tous les moyens. Voilà pourquoi nous insistons sur l'application de cet engagement, c'est-à-dire de mettre à la disposition de cette institution les moyens qui ont été décidés par nos parlementaires. Et nous avons malheureusement constaté que les blocages se trouvent jusqu'à ce jour au niveau du ministère du Budget et nous en profitons pour lancer un appel patriotique à l'endroit du ministre d'État, ministre du Budget, de prendre à cœur cet aspect des choses. Deuxième engagement important, c'est de pouvoir faire adopter une nouvelle loi, plus ou moins renforcée, portant lutte contre ou la répression des actes de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Ce projet de loi a été adopté rapidement par notre gouvernement, a été envoyé à l'Assemblée nationale, c'était le 30 décembre de l'année passée, mais jusqu'à ce jour, nous pensions, après tout le travail de plaidoyer que nous avons tous fait, que ça allait se discuter à la session de mars et être promulgué. Ça n'a pas été le cas. Mais entre-temps, la RDC a ce qu'on appelle deadline, délai butoir, qui lui a été accordé dans le cadre de GABAC. C'est jusqu'au mois d'octobre que la prochaine évaluation va se faire. Si l'évaluation est faite au mois d'octobre, qu'on constate que les 11 engagements, dont les moyens à mettre à la disposition de la CNRF, l'adoption de ce projet de loi, la mise en place des mécanismes de coordination du travail de tous les acteurs, la lutte effective contre le blanchiment des capitaux par notamment la détection des actes, l'arrestation, les procès contre les auteurs et les complices et des condamnations avec des confiscations des produits de blanchiment ou
de financement du terrorisme, tout cela n'est pas mis en place, je pense que les conséquences seront énormes pour notre pays. Premièrement, la RDC sera totalement déconnectée du système financier international. Ça veut dire que nous ne saurons plus, nous, la RDC, à partir de la RDC, faire des opérations économiques. Transactions économico-financières, les cartes de crédit, ça va être difficile, les transferts, que ce soit vers l'extérieur ou de l'extérieur vers la RDC, ça va devenir difficile. Les projets, les programmes qui sont en cours, que ce soit ceux qui sont appuyés par la Banque mondiale, FMI, là-bas de tous les autres, risqueraient d'être arrêtés parce que nous ne sommes pas en mesure de recréer les meilleures conditions qui vont assainir notre économie, notamment lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Donc nous avons l'obligation, c'est-à-dire le gouvernement a l'obligation de le faire rapidement pour que d'ici le mois d'octobre, que toutes les réformes, tous les engagements qui ont été pris, les 11 principalement là, soient remplis. Alors, si la République démocratique du Congo est frappée, la responsabilité première, à vous attendre parler, sera attribuée à l'Assemblée nationale qui n'a pas voté. Ce texte de loi est essentiel. À l'État. À l'État congolais. L'État congolais, parce que l'État congolais est constitué notamment du gouvernement, de l'Assemblée, donc des trois pouvoirs. Les trois pouvoirs. Les trois pouvoirs, pourquoi? Parce que le pouvoir judiciaire aussi doit s'organiser pour qu'enfin, qu'il y ait un système de collecte des informations, de leur traitement, d'enquête qui doivent se terminer par des condamnations avec des confiscations, parce qu'il n'est aujourd'hui secret pour personne que notre pays connaît ces phénomènes à une ampleur assez criante. Mais qu'est-ce qui justifie que jusqu'à ce jour, nous n'avons qu'une seule décision rendue en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux par la Cour de cassation. Vous vous rappelez la décision qui avait condamné l'ancien ministre de l'EPST. Tous les jours ici, nous savons qu'il y a beaucoup de personnes physiques et morales qui se livrent au blanchiment des capitaux. Mais pourquoi on ne les sanctionne pas? On ne les réprime pas? C'est parce que le pouvoir judiciaire est faible, n'arrive pas à relever les défis en ce qui concerne cet engagement de la RDC vis-à-vis de ses partenaires internationaux, à savoir GABAC et GAFI. Est-ce que ce n'est pas une pression qu'on ferait sur le gouvernement de l'État congolais? Est-ce qu'il y a les dessous des cartes? Vous n'êtes pas politique, mais on est en droit de réfléchir. Est-ce qu'il n'y a pas de dessous des cartes? Non, les pressions commencent à s'accumuler lorsque nous nous approchons des délais butoirs. C'était un engagement que la RDC avait pris depuis l'année passée en disant que je vais mettre en application ces 11 engagements principalement, de sorte que d'ici le mois de septembre 2022, lorsque nous irons à la réunion qui va se tenir d'ici les 5, si j'ai bonne mémoire, les 5 ou les 10 à Lusaka, en Zambie, je serai en mesure de vous présenter les bons résultats de la mise en œuvre de ces engagements sous forme de réformes internes. Mais lorsque vous, au niveau interne, nous ne le faisons pas, c'est tout à fait normal que les autres qui attendent de nous un engagement avec des actes concrets puissent commencer à nous menacer. Parce qu'il faut considérer que nous sommes aujourd'hui dans un monde globalisé. Si nous ne mettons pas de l'ordre dans notre propre pays, ça veut dire que nous allons compromettre le fonctionnement de l'ensemble du système financier mondial. Et les autres ne veulent pas payer les pots cassés à cause de notre manque de conscience par rapport au risque que ce phénomène de blanchiment des capitaux et financement des terroristes porte comme conséquence. Et aujourd'hui, nous sommes en train, nous, la RDC, nous payons à l'est de notre pays. Vous savez qu'il y a plusieurs groupes armés qui se livrent à ces actes. Mais comment pouvons-nous arriver à mettre fin si nous nous engageons pas de manière résolue dans ces luttes-là avec l'ensemble des pays du monde? Alors, les 11 engagements doivent être
doivent être réalisés dans peu de temps. Le mois d'octobre, ce n'est pas loin. Non, mais c'est pas loin. C'est un problème de Ça volonté devient difficile politique. pour la RDC. Non, c'est pas difficile mathématiquement par rapport au temps qui nous reste. C'est faisable. La mise en place, par exemple, d'un comité interministériel qui doit être placé sous la direction du Premier ministre, qui devra comprendre en son sein les ministres ou les ministères de la Justice, Finances, Budget. Mais c'est faisable, ça ne demande pas de moyens. C'est une volonté politique. La mise en place d'un cadre de coordination de tous les acteurs de manière à ce que la SENAREF puisse être en mesure d'avoir les informations et détecter à travers tous ces acteurs-là, notamment l'IGF, l'APLC, les services d'antifraude, la commission de lutte contre la fraude minière et pétrolière. Tout ça, c'est le mettre en place en créant. C'est par un acte réglementaire qui peut être pris par des ministres en un seul jour. Et puis, les gens commencent à travailler. L'engagement de la justice à mener des enquêtes sur des actes de blanchiment de capitaux. Mais c'est un problème qui demande tout simplement un engagement et un départ. Est-ce que les sanctions pourront s'étendre jusqu'aux responsables politiques de la République démocratique du Congo au cas où on n'a pas atteint ces engagements? Bien sûr, c'est vrai que ceux qui pourront davantage subir les conséquences, c'est le peuple congolais, parce que vous savez que si nous sommes déconnectés de ces systèmes, ça veut dire que la situation socio-économique va connaître des chocs énormes et que la RDC ne saura plus utiliser les devises étrangères qui sont généralement utiles pour les opérations, les transactions économiques ou financières. Et du coup, la monnaie, notre monnaie, va commencer à se déprécier, s'effriter. Et ça va avoir des conséquences automatiquement sur la situation sociale des Congolais qui est déjà très difficile. Mais aussi les plus hauts responsables qui porteront une responsabilité pourront aussi connaître des sanctions en ce qui concerne la limitation de leurs mouvements, dans l'octroi des visas, pourquoi pas. Et ça, c'est le travail que la société civile, nos organisations, nous devrons faire pour dire à tous ces partenaires qu'il ne faudrait pas laisser seulement le peuple congolais, les petits peuples, subir ces conséquences, mais il faut aussi cibler les plus hauts responsables parce que c'est par leur faute que cela serait arrivé. Mais nous espérons que nous serons tous entendus pour que ce qui manque aujourd'hui puisse se faire dans les mois qui nous restent et de sorte que d'ici le mois d'octobre, avant fin octobre, notre Parlement adopte la loi, le président de la République promulgue, que les ministres concernés dans le cadre du comité interministériel mettent en place un cadre légal devant regrouper tous les acteurs sous le leadership de la SENAREF, que SENAREF ait ses moyens, ce qu'on appelle les fonds secrets de recherche, qu'on cesse de faire des coupes comme nous le constatons maintenant, en lieu et place de 300 000 par mois, on leur alloue 24 000. Ils ne peuvent rien faire avec peu de moyens comme ça au regard des attentes de nos partenaires internationaux, Georges, sans oublier le rôle de la justice. Merci. La justice doit jouer sa pleinement partition. son rôle. Merci beaucoup, Georges Kapian.